OK, alors l'origine et les objectifs du projet, c'est très mixte, alors je vous fais un résumé de ça. En fait, ça commence en 2018 avec la découverte d'une pirogue dans le lac Papineau. C'est l'IRMAS qui avait été appelé à investiguer ça. Et mon ami Jean-Louis Courteau aussi avait été appelé pour collaborer à cette découverte-là. Je connaissais Jean-Louis très peu. À ce moment-là, on s'était rencontrés il n'y a pas longtemps. Et c'est une découverte qui l'a vraiment fasciné. Alors, il m'en a parlé un peu plus tard. Puis il m'a dit, hey, c'est intéressant les pirogues, mais comment ils faisaient ça? Peut-être qu'on pourrait essayer d'en faire une pour voir. Moi, ça faisait longtemps que je rêvais d'un projet de ce genre-là. Alors, on a jasé, puis on s'est dit, ouais, si on pouvait trouver les moyens, ce serait possible. Alors, on a établi toute une série d'objectifs, hein, comme c'est un gros projet, aussi bien en faire le plus possible. D'abord, documenter le processus de fabrication. Donc, comment ça se fait? On avait des idées, il existe des connaissances, mais concrètement, au Québec et pour la préhistoire, comment les gens auraient réalisé ça de A à Z? Vérifier des informations historiques. Il existe beaucoup de documents historiques qui font mention par des Européens de construction de pirogues ici et ailleurs. On parle du nord-est de l'Amérique, puis dans différentes régions, mais bon, c'est des informations historiques, c'est pas toujours clair. Il y a des choses, on se demande si c'est vraiment exact. Donc, ça nous permettra de vérifier ça aussi en même temps, tester des outils lithiques, plein d'outils qu'on trouve au Québec, qu'on connaît parce qu'on en trouve beaucoup, mais on ne sait pas exactement à quoi ils servent. Ce serait l'occasion de les tester et voir si ce sont véritablement des outils pour le bois ou si ça pourrait servir à autre chose. Comprendre les techniques de navigation, parce que là, on espérait que la pirogue fonctionne. Et si elle fonctionne, bien sûr, là, on peut la naviguer et voir comment ça fonctionne, une pirogue. C'est utilisé ailleurs dans le monde déjà. Mais les pirogues du Québec sont un peu différentes. Puis sur des lacs, c'est une autre histoire. Donc, on voulait en apprendre un petit peu plus sur la navigation et peut-être même comparer avec les canaux d'écorce qui sont beaucoup plus connus historiquement. Et puis, bien sûr, contribuer à la diffusion de l'archéologie. On a fait un partenariat avec Richard Lahaye pour tourner un documentaire. Donc, c'est toute une série de volets qu'on essaie de décliner avec le même projet. Donc, le père de tout ça, c'est Jean-Louis Courteau et c'est lui qui a dirigé tout ça et qui a mis en place différents acteurs, dont évidemment Marie, moi-même, technologie autochtone, mais aussi un gars de bois, une céramiste, tous les gens qui pouvaient être utiles au projet. Donc, ce que je vous montre là, c'est la pirogue du lac Papineau. Ça a été un petit peu le point de départ. C'est ce qui nous a rendu enthousiastes à l'idée de reproduire une pirogue. Elle est partielle et c'est généralement comme ça qu'on va les trouver au Québec. Il y en a d'autres. Il y a, à ma connaissance, 14 pirogues qui ont été trouvées au Québec. Certaines sont à peu près complètes, d'autres sont partielles. Et la plupart sont de la période historique. Celle du lac Papineau est considérée du 19e siècle. Donc, ce qu'on a, c'est des restes de pirogues de fabrication probablement européenne ou tout au moins avec des instruments en métal modernes. Donc là, ça rend encore plus intéressant l'idée d'essayer d'en refaire une préhistorique parce que certainement, ça existait à la préhistoire. Celle qui nous a inspiré le plus, c'est pas celle du lac Papineau parce qu'elle est très partielle, justement. Alors, une pirogue complète en assez bon état, c'est celle du lac Gour à Tchoutsé, qui a été trouvée en 1986, qui est logée au musée Pointe-du-Buisson. Donc, c'est la seule pirogue au Québec, d'après ce qu'on a pu voir, qui est présumée préhistorique, peut-être 15e siècle. Après l'avoir observé de très près, on pourrait mettre ça en doute. Mais bon, elle a un style, elle a des traces, dont des traces de feu et de lames qui seraient possiblement préhistoriques. Mais ce qui m'intéressait le plus avec cette pirogue-là, c'est sa forme, son gabarit. Donc, si on doit en reproduire une, il faut savoir à quoi ressemblent les pirogues du Québec en termes d'épaisseur, de longueur, de forme aussi, parce que ça varie beaucoup. En faisant des recherches, on voit qu'ailleurs, dans le nord-est de l'Amérique, il y a quand même une grande variation dans la forme du pirogue. Donc ça a été, je dirais, notre modèle principal. On s'est basé là-dessus, sans vraiment essayer de la reproduire là, en détail, bien entendu. D'autres exemples de pirogues du nord-est. Donc, il a fallu regarder un petit peu plus loin là, pour des raisons de conservation. Aux États-Unis, il s'en est trouvé énormément. On comprend que c'est un territoire beaucoup plus large. Évidemment, là, on a ratissé juste le nord-est. Donc, ils en ont trouvé au Minnesota, au Wisconsin, Pennsylvanie, etc.
La plus récente au Wisconsin, ça fait juste quelques mois qu'ils l'ont découverte entière avec des instruments de pêche même. Donc, les conditions de conservation sont fort intéressantes plus au sud. Je montre l'exemple de la Floride là, parce que en Floride, dans un seul lac, le lac Newnan, ils en ont trouvé une centaine. Et c'est déjà 400 pirogues qu'ils ont trouvées en Floride qui peuvent être remontées jusqu'à 7000 ans avant aujourd'hui. Donc là, ça nous donne du visuel, ça nous donne des éléments très préhistoriques, des éléments qui nous manquent au Québec. Donc, on comprend que c'est pas les mêmes formes de pirogues qui n'étaient pas utilisées dans les mêmes contextes, mais une pirogue, c'est un tronc d'arbre. Alors, au départ, ça nous donne des informations. Donc, ça, c'est un petit peu les contextes dans lesquels ils sont retrouvés plus au sud, où les climats sont un petit peu plus chauds, la conservation est meilleure aussi. Donc, ça, c'était pour élargir un petit peu notre base de données, là, pour avoir une meilleure idée sur certains détails des pirogues. Ensuite, il y a la documentation ethno-historique. Là, il y a des illustrations, il y a des textes, particulièrement Hernando de Soto, les Espagnols, quand ils sont arrivés dans le sud, en Floride, ils ont croisé, bien sûr, des Autochtones et des pirogues, beaucoup de pirogues d'ailleurs. C'est assez bien détaillé dans les écrits de Soto. John White et Théodore de Brie aussi, en 1585, ont des illustrations et des descriptions de pirogues. Samuel de Champlain aussi a brièvement décrit des exemples de pirogues. Donc, ce que l'on sait de ces documents-là, c'est que c'est des embarcations qui servaient, comme toutes les autres, à la pêche, au commerce, à la guerre. Les Espagnols mentionnent qu'ils ont été à une occasion accueillis par une flottille de 40 pirogues. Donc, c'était une centaine de pirogues, mais des pirogues de 40 pieds. Donc, c'est des embarcations, on comprend, qui sont très nombreuses, très habituelles et très utilisées un peu partout et qui avaient des capacités de chargement extraordinaires. Là, on a une illustration qui montre des, euh, des gens qui transportent des marchandises alimentaires dans des pirogues. Donc, ça sert au commerce, c'est capable de parcourir des grandes distances et c'est utilisé de toutes sortes de façons. Et pour la construction, on a aussi quelques indices dans les textes qui nous parlent de brûlage, qui nous parlent de certains outils, des outils en bois. Donc, on partait pas de rien, on partait bien sûr de ces indices historiques-là. Euh, et ensuite, ben, heureusement, on n'est pas les premiers à le faire. Il y a d'autres expériences qui se sont faites, notamment aux États-Unis, en Europe aussi, bien sûr, mais on essaie de rester un peu plus proche. Donc, j'en mentionne juste quelques-uns, ceux qui ont été les mieux documentés. Le Angel Mound State Historical Site en Indiana, qui en a reproduit une, le Fruitlands Museum Dugout Canoe Project au Massachusetts. Et celui qui nous a inspiré le plus, c'est le Pennsylvania Dugout Canoe Project, où ils ont utilisé des outils préhistoriques. Là, l'affaire, c'est que dans la plupart des expériences de reconstitution qui se sont faites aux États-Unis, ils utilisent des outils en métal, ils utilisent des techniques plus modernes, et puis ça se fait souvent dans un contexte public où c'est une activité, où les visiteurs vont venir au musée, puis ils vont pouvoir participer à construire, à brûler une pirogue. Donc, c'est pas toujours des expériences qui sont rigoureuses sur le plan scientifique, mais le Pennsylvania Dugout Canoe Project était fait totalement préhistorique. Ils ont utilisé des outils en pierre, le feu, ils ont documenté aussi, ce qui nous a permis d'apprendre de leur expérience et d'éviter des erreurs catastrophiques que d'autres ont fait avant nous. Et ils l'ont navigué aussi. Donc ça, c'est le projet, je pense, qui nous a mis dans la bonne direction là, pour pas partir de n'importe où et pour éviter certains pièges, là, des problèmes qui sont survenus dans des expériences précédentes. Alors, il a fallu fabriquer des outils. Il y en a qu'on avait déjà dans notre collection. Ce sont des reproductions, bien sûr. Il y en a d'autres qu'on a fait pour les besoins du projet. Les outils qui nous intéressaient le plus, c'est les outils en pierre. On sait qu'on peut le faire avec du bois, avec autre chose, mais on trouve beaucoup d'outils en pierre dans les sites archéologiques du Québec, puis des gouges, des herminettes, des haches. On les connaît morphologiquement, mais c'est pas clair encore à quoi ils servent tous ces outils-là. Une gouge, on peut deviner, ça sert à sculpter le bois, mais encore, c'est pas prouvé que les gens sculptaient le bois avec. Il y a des gens qui ont suggéré d'autres usages, comme travailler des peaux. Donc là, c'était l'occasion de prendre plusieurs de ces outils en pierre-là, de les emmancher de différentes façons, et puis de les tester, de voir est-ce que ça peut servir pour faire une pirogue, est-ce que c'est vraiment efficace sur le travail du bois, et puis c'est quoi les bonnes méthodes d'emmanchement, parce qu'on ne trouve pas non plus les manches. Donc, le projet pirogue a été aussi l'opportunité de tester une variété d'outils lithiques.
qui sont connus morphologiquement, mais pas fonctionnellement. Alors, voilà les exemples de ceux qu'on a utilisés. On a choisi des matériaux très variés pour tester toutes sortes de choses, de l'amphibolite, de l'orthoquartzite, du basalte, du granit, des matériaux assez locaux, donc qui proviennent du Québec ou de l'Ontario, et qu'on a travaillé pour les besoins de la pirogue, mais pour qu'ils soient conformes à ceux des collections archéologiques. Et on les a analysés avant de les utiliser. C'est là que Marie-Michel Dionne de Gaïa et puis Frédéric Lotin du Musée d'archéologie de Roussillon nous assistent. On va faire des analyses morphométriques et tracéologiques. Donc, ils ont tous été photographiés, analysés avant l'usage et le seront après usage pour avoir des données archéologiques comparables à ce qu'on trouve dans les collections. Et bien sûr, on en a utilisé de d'autres types. Il y a plusieurs types d'outils mentionnés dans la documentation. Des ciseaux, des coins, donc des outils en matière organique. Le bois, on ne le retrouve pas, mais on sait que c'était utilisé. On a des bonnes descriptions de ça dans les documents ethnohistoriques. Et on a des exemples de ciseaux et de coins en andouillé, en panache, qui sont très connus pour la fabrication de pirogues dans l'ouest du Canada. Et puis j'ai trouvé au moins un exemple archéologique en Virginie. Donc, ça existe dans le nord-est. Et ben, connaissant le travail du bois comme je le connais, je me dis que ça me prendrait quelque chose comme ça pour certaines étapes. Alors, ça aussi, c'est des outils qu'on a testés. Ils sont connus, on voit l'image en haut à droite, qui sont des exemples archéologiques. Mais de là à savoir comment ça fonctionne, la performance, ben, c'était l'occasion de les utiliser. Donc, ça, c'est d'autres outils qui ont travaillé avec ceux qu'on a en pierre. Donc, on est rendu à Marie, qui va vous présenter les étapes de construction. Oui, donc pour les étapes de construction, ben, on a dû commencer premièrement par aller choisir notre arbre. Puis, en fait, on a choisi un pin blanc. Puis la raison, c'est assez simple parce que la majorité des pirogues du Québec puis du Nord-Est sont faites en pin blanc. Puis on a tout de suite vu la raison pourquoi. Parce que le pin blanc a tendance à pousser très droit. Puis il n'y a pas beaucoup de branches dans le bas de l'arbre. Donc, les critères qu'on a choisis pour déterminer quel arbre on allait utiliser, c'est qu'il fallait qu'il soit le plus droit possible. Il ne fallait pas qu'il pousse tordu. Puis, il fallait qu'il soit au moins 28 pouces de diamètre. Donc, on a eu beaucoup de chance. On a trouvé l'arbre parfait, puis il était même 33 pouces de diamètre. Donc, beaucoup plus large qu'on voulait au minimum déjà. Donc, ça, c'était excellent. Donc, après qu'on ait choisi l'arbre, il fallait le couper. Tu peux changer de la diapo, Martin. Donc, on l'a coupé avec des moyens modernes, par exemple. La raison, c'est très simple, c'est que les coupes d'arbres, même les arbres de cette grosseur-là, ont déjà été testés un peu partout dans le monde, incluant aux États-Unis et ici. Puis, donc, les coupes avec les haches en pierre. Donc, nous, on voulait vraiment tester le creusage d'une pirogue et pas vraiment la coupe de l'arbre. Donc, on l'a coupé avec la chainsaw. Puis, après ça, on a transporté l'arbre jusqu'à notre site. À l'époque, en fait, il aurait coupé l'arbre juste à côté de l'eau, juste à côté du lac où est-ce qu'il aurait navigué. Donc, il n'y aurait pas eu besoin de transporter leur arbre. Mais nous autres, vu qu'on l'a coupé dans une forêt puis il fallait le transporter jusqu'au lac des 16 îles, on a utilisé des camions et des grues pour pouvoir faire le travail ici. On peut changer la diapo. Ensuite, donc l'arbre est arrivé sur le site. La première chose qu'il fallait faire, c'était enlever l'écorce de l'arbre. Donc ici, on a utilisé, on peut voir ici sur l'image, une hache pour pouvoir venir couper une ligne dans l'écorce au début, puis ensuite, on l'enlève comme des feuilles. On a essayé d'utiliser plusieurs techniques. On a essayé à la main, on a essayé avec le bord de la hache. Puis en fait, la technique la plus efficace et de loin, c'était avec les coins en andouillé. La raison est super simple, c'est parce qu'il y a le bout pointu qui permet de venir rentrer en dessous de l'écorce, et puis la courbe du coin était parfaite pour venir vraiment rentrer dedans à la bonne courbe ici. Donc, ça s'est enlevé très rapidement, ça a été très facile avec cette technique-là. Ensuite, on peut passer. La prochaine étape, on a dû aplanir la surface de la pirogue. La raison est très simple, c'est qu'on ne pouvait pas mettre
les charbons sur le dessus quand c'était rond, parce que sinon, il aurait tombé sur le côté. Donc, il fallait aplanir pour mettre une surface pour pouvoir ensuite venir mettre nos charbons dessus ici. Donc, c'est là qu'on a utilisé les coins, les ciseaux encore en andouillé. Puis, la meilleure technique, donc on a essayé quelques techniques, puis on est arrivé à une technique qui était très efficace. Donc, on commençait par tailler des encoches dans le bois avec les haches en pierre. Puis ensuite, on venait rentrer les coins de chaque côté des encoches pour pouvoir venir soulever le début de l'éclisse. Puis ensuite, on vient rentrer le gros coin en bois en dessous de l'éclisse, puis pour pouvoir venir l'enlever le plus loin possible. Donc, c'était une technique très, très efficace. On a fait ça en quelques jours, ça a été fini. Et puis, là, on voit ici sur l'image dans le coin en haut à droite qu'on a cassé dans cette étape-là, on a cassé à cette étape-là une de nos haches. Donc, ça, c'était la hache en orthoquardite. On l'a cassé parce qu'on a utilisé trop de force sur la hache en frappant sur le tronc. Mais qu'est-ce qui était le fun avec ça, c'est qu'on a pu l'utiliser quand même, même quand elle était cassée. Donc, on a juste réemmanché la hache. Il manquait un bout, c'était correct. Puis, on a continué à l'utiliser tout le reste du projet, puis elle était correcte, ça n'avait pas de problème. Donc, ça nous dit, même si les outils étaient cassés, ben, il pouvait quand même avoir une utilité ici avec ça. On peut changer de diapo. Ensuite, une fois que la surface était aplanie, ben, on a pu commencer le brûlage. Ici, on a choisi une technique bien particulière. On a décidé de faire un feu à côté de la pirogue, puis de prendre les braises de ce feu-là, puis les mettre sur la pirogue ensuite. La raison de ça, c'est qu'on ne voulait pas mettre le feu directement dans la pirogue parce qu'il y a d'autres expériences qui ont fait ça et leur pirogue a pris en feu et a complètement flambé assez vite. Donc, on voulait surtout éviter ça. Donc, mettre les braises au lieu de mettre le feu direct dedans, ça nous a permis de contrôler le feu, de contrôler le creusage, de contrôler le feu dans la pirogue très précisément. Puis c'est ici qu'on a inventé quelques outils improvisés. Donc, vous pouvez voir l'image dans le coin ici. Donc, premièrement, des éventails pour pouvoir venir alimenter le feu en air. Puis ensuite, des scoops qu'on a fabriqués avec l'écorce de la pirogue pour pouvoir venir ramasser les braises qui restaient après qu'elles soient toutes brûlées. On peut changer de diapo. Ensuite, donc, on enlève les braises après le brûlage. Et puis, ensuite, il reste une couche de charbon qui a brûlé. Donc là, c'est ici qu'on a utilisé nos fameux outils en pierre. Donc là, je vais vous expliquer un peu chacun des outils, puis leurs avantages, leurs désavantages, est-ce qu'on les a aimés, est-ce qu'on ne les a pas aimés. Donc, la première ici, c'est numéro 1, c'est une herminette gouge. Donc, ça, sur un côté, il y a une herminette, puis sur l'autre côté, il y a une gouge. Donc, ça, c'est un outil qui avait été trouvé archéologiquement, si je me souviens bien. Celle-là était très pratique, justement à cause qu'elle avait deux côtés. Donc, si on avait besoin de faire tel travail avec une gouge, on utilisait le côté gauche, puis après ça, une herminette, on utilisait le côté herminette. Par exemple, l'angle du manche est à 90 degrés. Donc, elle n'était pas très pratique au début du travail parce qu'on était très proche. On était très proche de la surface de travail. Puis, un angle de 90 degrés, c'est plus pratique quand tu es éloigné. Donc, une fois qu'on est rendu un peu plus profond dans la pirogue, c'est là vraiment qu'elle a brillé cet outil-là, était très pratique. Ensuite, le numéro 2, ça, c'est une herminette en basalte. Donc, personnellement, je l'ai beaucoup aimé. L'angle était parfait pour travailler un peu dans toutes les profondeurs de la pirogue. Puis, elle était pas mal efficace aussi pour le travail de à peu près tout à ce moment-là. Ensuite, la numéro 3, ça, c'est une gouge en amphibolite. Puis, orthoquardite. En quoi? Orthoquardite. Oh oui, en orthoquardite, excuse-moi. Donc, gouge en orthoquardite. Celle-là, c'était notre outil le plus lourd. Donc, on voit ici, la pierre est vraiment grosse. Puis ça a été un peu le défaut majeur de cet outil-là.
elle était en fait trop lourde pour pouvoir la manier confortablement. Donc, pour venir creuser, c'était assez dur avec celle-là. Par exemple, on a trouvé que pour venir gratter, c'était très efficace. Donc, on a utilisé surtout pour venir gratter le charbon à ce moment-là. Puis aussi, on remarque que l'angle du manche est le plus aigu parmi tous les outils. Puis ça aussi, c'était un désavantage. Donc, on trouvait que c'était difficile de venir chercher le bon angle en creusant avec. Donc, celle-là était un peu moins aimée dans l'équipe. Mais on l'a quand même utilisé beaucoup pour le grattage. Elle était efficace pour ça. Ensuite, la dernière, la numéro 4, ça, c'est une herminette en granit. Puis, ça, c'est le contraire de la gauche que je viens de parler. En fait, elle était trop légère pour le travail. Donc, il faut un bon poids pour venir creuser sans mettre trop de force. Puis ça, on forçait un petit peu trop avec pour venir creuser ici. Donc, celle-là était en fait trop légère au lieu d'être trop lourde. Puis, par exemple, elle était bonne pour venir gratter dans les petits coins inaccessibles parce que c'était la plus petite, la moins large de nos herminettes. Donc, pour ça, elle était fantastique. Donc, c'est pas mal ça pour les outils. C'est ça. Personnellement, ma préférée, c'était la numéro 2 en basalte. Puis, Martin, lui, sa préférée, c'était la numéro 1, l'herminette gauche. Puis, la raison pour ça, c'est que lui, il aimait bien le côté 2 pour 1, mais aussi, Martin, il est plus grand que moi. Donc, l'angle à 90 degrés, ça le dérangeait moins parce que lui, il était plus loin du travail, puis moi, j'étais très proche. Donc, ça nous dit un peu que les outils, c'est très personnel. Donc, c'est le fabricant travaille l'outil pour lui. Donc, à ce moment-là, une personne peut fabriquer un outil d'une telle manière, ça va être très bien pour lui, puis une autre personne qui est d'une taille ou d'une force différente va fabriquer l'outil d'une autre manière pour lui aussi. Puis les deux outils vont être aussi efficaces dans les mains de chacune des personnes. On peut changer la diapo. Donc ensuite, là, on commence à rentrer un peu plus profond dans notre pirogue. Puis c'est à ce moment-là qu'on voulait éviter que les bords, les murs, les parois de la pirogue, ils brûlent ou ils craquent. Donc c'est là qu'on a décidé d'utiliser une technique qui n'avait pas été testée beaucoup. En fait, je pense qu'on était les premiers à faire ça. On décide de mettre une couche d'argile sur les parois pour venir la protéger des flammes et du craquage. Puis ici, on a notre amie céramiste Diane qui est venue nous faire une excellente recette de torchis qui marchait très bien, était très malléable et elle ne craquait pas non plus. Donc ici, on voit sur la deuxième image, là, donc le torchis, c'est l'échantillon en haut. Puis après ça, c'est un argile simple, juste avec du sable en bas. Donc, on voit que celui d'en bas, il a craqué beaucoup, puis celui avec le torchis, il ne craque pas du tout. Donc, c'est avec cette recette-là qu'on est allé, puis c'était très efficace. Donc, on pouvait garder les murs droits sans problème, ça ne l'a pas craqué, ça ne l'a pas brûlé. Donc, on a bien aimé cette technique-là, ça l'a très bien marché. On peut changer de diapo. Donc, ici, en gros, ça nous a pris 36 cycles de brûlage pour arriver à la profondeur qu'on voulait. Ça s'est passé en 11 jours. Puis, à peu près un demi-pouce par brûlage. Donc, ça vous donne une idée. Ensuite, là, le monde nous dit souvent « Ah oui, ben, vous avez fabriqué une pirogue, ça doit être beaucoup de travail, puis tout ça. » Ben, en fait, pas du tout. Une fois qu'on est arrivé à commencer le brûlage, ben, on ne travaillait pas 80% du temps parce qu'on faisait juste mettre les braises dans la pirogue, on éventait une fois de temps en temps, puis on s'assoyait, puis on jasait le reste du temps. Donc, c'était... on relaxait. Donc, tu sais, c'est pas... faire une pirogue, c'est beaucoup moins épuisant qu'on le pense. Ça prend beaucoup moins de travail qu'on le pense aussi, en tout cas avec la technique de brûlage. Ensuite, on peut changer de diapo. Oui, ici, on voit, c'était très chaud. Donc, on devait, donc ici, on dit 900 degrés, là, donc ça, c'est assez pour venir cuire l'argile. Donc, on ne pouvait pas se rapprocher pendant que la pirogue brûlait. Donc, on utilisait des bâtons, des pelles et tout ça pour gérer les braises. Puis, une fois que les braises ont fini de brûler, on les enlève, on laissait brûler encore un petit peu de temps le fond de la pirogue. Puis, en fait, on venait l'arroser après
parce que c'était encore très, très chaud. Donc, c'est juste après qu'on l'arrose que là, c'était confortable pour aller venir enlever les charbons. On peut changer de diapo. Ensuite, pour la finition, donc on est venu nettoyer, donc enlever la cendre et le charbon et tout. Puis, on est venu polir avec des pierres abrasives la surface. Ça, c'était pour enlever les échardes. Donc, pour être confortable dans la pirogue, on peut changer. Ensuite, on a refait les mêmes étapes qu'au début, mais sur le dessous. Donc, ça, c'est pour des raisons de stabilité. La plupart des pirogues de la région, ils ont des fonds plats, donc on voulait faire la même chose. Et puis, un fond plat, ben, c'est stable. Donc, on a juste refait les mêmes étapes. On a aplani, on a brûlé, on a utilisé un petit mur d'argile pour éviter que les braises tombent sur le côté de l'épave. Et puis, on a nettoyé et poli après. Donc, on peut changer de diapo. Ensuite, on finit la proue et la poupe. Donc ici, vu qu'on a coupé la pirogue avec une chainsaw au début, la coupe était droite. Donc, ce n'est pas comme ça qu'elles auraient été à la préhistoire. Donc, vu qu'on s'est créé un problème moderne, on a dû utiliser des moyens modernes pour le régler. Donc, on a utilisé encore la chainsaw pour venir le couper plus en angle, ce qui aurait été la forme que la pirogue aurait eue une fois qu'il aurait fini de la couper. Donc, que ce soit à la hache ou au feu, elle aurait eu une forme un peu plus élancée comme ça au lieu d'être coupée droite. Puis après ça, on a juste mis un feu en dessous des bouts pour pouvoir venir creuser le reste, pour pouvoir venir faire une belle forme. Puis après ça, on gratte le charbon, on nettoie et c'est fini. Donc, en tout, ça nous a pris 20 jours de travail. Ici, les traces archéologiques qu'on pourrait retrouver sur le site, si on fabrique une pirogue, autre que les outils. Donc, ici, on a utilisé de l'argile, comme on a dit tantôt. La grosse majorité de partie de l'argile ne cuisait pas. Donc, on pouvait la réutiliser. Mais l'argile qui était sur le bord le plus proche du feu, elle a cuit très bien. Donc, ces petits bouts d'argile-là pourraient être retrouvés sur des sites archéologiques. Puis en fait, le plus gros déchet qu'on a eu, c'était le charbon. Donc, on a eu 75 gallons de charbon produits sur notre site. Donc, s'il y a une montagne de charbon à mener sur un site archéologique, ça se pourrait très bien que ce soit un site de fabrication de pirogues au feu. À ton tour, Martin. Ben oui. Alors, on va terminer rapidement là-dessus. On l'a navigué, la pirogue, puis on a appris encore un paquet de choses. Bon, il y a toujours des idées préconçues. Tout le monde s'imagine le canot d'écorce a remplacé la pirogue parce que c'est plus moderne, c'est plus manœuvrable, etc. Mais finalement, on a découvert que la pirogue a des avantages même que le canot n'a pas. C'est très stable, c'est lourd. Hein, il faut dire qu'au final, elle pesait 1240 livres. Donc, ça reste très stable dans l'eau, ça garde son cap. C'est un peu plus long à faire avancer au départ, mais quand on a une bonne vitesse, ça prend une bonne direction. Et puis, c'est assez stable pour pas chavirer. On a essayé de la faire chavirer, on a eu beaucoup de difficultés. Finalement, il a fallu s'y mettre à deux. Et puis, la pirogue avait tendance à revenir dans sa position initiale. Et même pleine d'eau, elle flotte. C'est pas une embarcation qui coule. Donc, ça nous a appris que la pirogue était utilisée vraiment en tandem avec le canot d'écorce pendant longtemps et l'a été jusqu'à la période historique parce que c'est une bonne embarcation pour plusieurs avantages. Un gros potentiel de chargement et puis une très, très bonne stabilité et flottabilité. Au final, donc, c'est une pirogue de 20 pieds, assez longue et puis quand même qui a un bon 15 pouces de profondeur. Donc, on peut y embarquer plusieurs personnes. On a mis un maximum de 4 personnes dedans et il n'y avait pas de problème. On aurait pu y mettre autre chose aussi. On l'a coulé avant l'hiver. Beaucoup de pirogues ont été retrouvées en Amérique du Nord, coulées volontairement avec des roches. On les trouve dans des eaux peu profondes. Donc, une méthode d'entreposage, on présume, ou bien pour du long terme, ou bien pour la saison hivernale, on n'est pas certain. C'est très difficile à couler, comme ça l'est à chavirer. Hein, c'est du bois, ça flotte. La nôtre, on l'a remplie de roches et puis elle tenait à peine dans le fond. Elle a passé tout l'hiver là, en sécurité. Et puis, pour la faire remonter, on se disait, bon, ben, elle flottera pas tout de suite, on ne pourra pas la naviguer. Au contraire, dès qu'on a enlevé la moitié des roches, elle est remontée. Elle avait son 95 de flottabilité. Elle était 100 navigable. Aucune adaptation nécessaire. Donc, on l'a sortie de l'eau et actuellement, elle est hors de l'eau pour sécher un peu, puisqu'elle va voyager un peu durant cet été. Donc, la méthode de coulage était pas au point pour nous, mais c'est une méthode qui était utilisée et qui est très efficace pour la conservation.
il n'y a aucune avarie sur la pirogue. Elle se conserve mieux dans l'eau qu'à l'air libre parce que c'est du bois après tout. Et voilà, ben, c'était notre histoire de pirogue. Alors, je termine en remerciant évidemment nos partenaires, le Ciel, le Centre d'interprétation des eaux laurentiennes, la MRC des Pays d'en Haut, la municipalité du Lac des Saisiles, Henri Culture, la députée Agnès Grondin, la Caisse des Jardins de la Vallée des Pays d'en Haut. Ce sont tous des gens qui ont contribué au projet et sans lesquels on n'aurait pas pu faire le projet. Et bien sûr, nos collègues Diane Deneau, Alexandre Barnes et Richard Lahaye, qui travaillent sur un gros documentaire qui va sortir prochainement. Ça, c'est la grosse partie de diffusion. Ça a été tout documenté pour le partager visuellement avec le public. Et bien sûr, le Musée d'archéologie de Roussillon et Gaïa qui travaillent actuellement sur l'analyse des outils de la Pirogue. Alors, merci tout le monde. Merci à l'AQ pour la session. Et s'il y a du temps pour des questions, on est ouvert.